Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Eh bien voilà maintenant plus de 20 ans que nous avons dans nos poches cette monnaie qu'on a appelée monnaie unique, l'euro. Même si, vous le savez, il faudrait être plus précis sur la chronologie, puisque l'euro non seulement existe depuis 1999, l'euro existe, on pourrait dire, même avant, parce que en 1992, la France, du bout des lèvres, a dit oui au référendum sur le traité de Maastricht. Et qu'est-ce que prévoyait ce traité? Eh bien, la naissance d'une monnaie unique. Donc, à partir de 1992, la plupart des pays qui ont souhaité avoir cette monnaie se sont engagés dans cette aventure. Donc, certes, les États n'utilisaient pas encore l'euro, ni les entreprises, et encore moins nous-mêmes, mais nos économies étaient orientées et guidées par cet objectif. Alors, lorsqu'il s'agit de faire le bilan de l'euro et de se dire qu'est-ce qu'on pense de cette monnaie, il ne faut pas dire 20 ans, il ne faut pas dire 23 ans, il faut dire 30 ans. Oui, parce que ça fait 30 ans que c'est l'euro et le fait de se qualifier pour l'euro qui guide nos politiques économiques. Alors, cette monnaie dont on parle souvent, pourquoi est-elle si importante dans l'histoire européenne et que faut-il en penser si l'on accepte notre idée 30 ans plus tard ? La monnaie, dans l'histoire européenne, a toujours joué un rôle central, et ce, depuis les années 1950, puisque en 1950, il y a ce que l'on appelle l'Union européenne des paiements, qui va permettre, dans une période qui prépare à Bretton Woods, eh bien, la possibilité pour les États européens de pouvoir échanger entre eux et de faire face à cette pénurie de dollars qui caractérisait le continent européen à l'époque. Et comme les Européens ont toujours eu la préférence pour le change fixe, lorsque le fameux système de Bretton Woods a commencé à se disloquer dans la deuxième moitié des années 60, les Européens ont tout de suite voulu trouver des solutions pour faire vivre un système de change fixe. En 1972, ce fut le serpent monétaire, mais une expérience qui a vite échoué. Et en 1979, à l'initiative d'Helmut Schmidt et de Valéry Giscard d'Estaing, va naître ce que l'on appelle le système monétaire européen et qui va vivre K1K jusqu'en 1999. Donc on comprend bien que la monnaie, c'est une affaire importante dans l'histoire européenne, et Jacques Rueff l'avait dit, que l'Europe sera monétaire ou ne sera pas. C'est dire que la monnaie est ou doit être un outil d'intégration pour cette aventure que certains ont appelée donc l'aventure européenne ou le projet européen. Alors, pourquoi l'euro ? Pourquoi finalement on décide de faire cette monnaie? Quelles étaient ses attentes? Et ensuite de voir est-ce que ces attentes ont été, oui ou non, satisfaites, ou au contraire, il faut en sortir déçus. En fait, en 1990, à la demande de Jacques Delors, qui était président de la Commission européenne, un rapport va être préparé par la Commission européenne, qu'on appelle le rapport Emerson de 1990, rapport qui indique quelles sont les attentes de cette monnaie unique qui devrait venir. On y trouve différentes choses. Donc tout d'abord, une chose assez classique, eh bien, qu'est-ce que devrait permettre l'euro? De réduire ce qu'on appelle des coûts de conversion. Tout simplement, quand, par exemple, on faisait le commerce avec le Portugal ou avec l'Espagne, le Portugal avait l'escudo, l'Espagne la peseta, donc il fallait changer le franc en cette monnaie portugaise ou espagnole, donc forcément, ça avait certains coûts. Alors on s'était dit, ça va réduire les coûts de ne plus avoir qu'une seule monnaie pour ceux et celles qui souhaitent rejoindre l'euro. Deuxième, on avait dit, comme on venait de construire, puisqu'on a mis presque en même temps en chantier le marché unique, puisque l'acte unique date de 1986, et la mise en œuvre progressive du marché unique, c'est 1993, et souvenez-vous ce que je vous ai dit, Maastricht 1992, les deux événements sont quasi concomitants. Au moment même où on crée un vaste marché qui était le marché unique, où il y avait une libre circulation des biens, des services, des hommes et des capitaux, il est apparu comme, pour certains, logique, que l'on complète par une seule et unique monnaie qui devrait normalement accélérer les échanges. Et on avait pensé que, si tel avait été le cas, les échanges entre pays européens, ou du moins ceux qui adhéraient à l'euro, pourraient augmenter de manière significative. Troisième raison, c'était quelque chose un peu de technique, mais qui était important à savoir. Ce que l'on appelle un principe d'indistinction du débiteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, imaginons aujourd'hui, en France, une région va peut-être emprunter sur les marchés financiers une certaine somme, et cette région va obtenir un certain taux d'intérêt lors de cet emprunt. Mais on ne peut pas penser, par exemple, qu'une autre région française obtienne un autre taux d'intérêt, puisqu'on va dire
que ça soit le Poitou ou que ça soit les Hauts-de-France, eh bien, il est normal que ces deux régions empruntent au même taux. Alors, on a répandu, si vous voulez, on a étendu cette réflexion au reste du continent en disant si on crée une même monnaie, la France aura le même taux d'intérêt au moment de son emprunt que l'Allemagne, les Grecs, et donc tout le monde va pouvoir bénéficier de taux d'intérêt intéressants puisqu'ils auront la même monnaie qui va donc pousser les opérateurs de marché à leur prêter un taux similaire. D'autre part, l'autre idée qui a aussi guidé la création de l'euro, c'était de se dire que cette monnaie pouvait éventuellement, même si ce n'était pas l'idée centrale, elle n'apparaît pas aussi clairement, honnêtement, dans le rapport Emerson, mais l'idée de faire un peu un contrepoids à la monnaie dominante du monde, qui était évidemment, et qui est toujours, le dollar. Donc l'euro devant faire un peu, en quelque sorte, le contrepoint, et peut-être de monnaie régionale devenant monnaie demain mondiale. Par ailleurs, faire l'euro devait permettre que ça soit un système moins asymétrique. Souvenez-vous, je vous l'ai dit, avant l'euro, il y a le système monétaire européen. Bon, le système monétaire européen était en réalité un système qui était surtout favorable à la monnaie dominante, le mark, même si il ne faut pas l'oublier que quand les biens allemands étaient demandés, le mark allemand, évidemment, s'appréciait, et s'il s'appréciait, donc les biens allemands devenaient plus chers, et la compétitivité allemande pouvait s'en trouver affectée. Toutefois, il ne faut pas quand même oublier que les ajustements dans le système monétaire européen se faisaient sur les pays à monnaie plutôt faible. Donc on disait que c'était un système asymétrique et d'une certaine façon, ceux qui détenaient encore leur souveraineté monétaire, on estimait que c'était une souveraineté finalement en bois et qu'il était préférable de mettre en commun cette souveraineté au lieu de devoir toujours s'ajuster au profit du plus fort. Donc en fait, ce système de l'euro devait, au moyen d'une souveraineté monétaire abandonnée, redonner un équilibre et une souveraineté commune. Et puis, dernier élément, et pas le dernier évidemment, et le plus important, c'est que la monnaie devait jouer un rôle politique, puisqu'on sait très bien que la monnaie est l'expression d'une souveraineté, et donc certains avaient dit on va avoir une même monnaie, c'est-à-dire une monnaie qui va nous rapprocher, qui va créer de l'intégration et qui va nous faire nous sentir plus européens, parce qu'on aura à 12, à 15, à 20, peu importe, une monnaie commune. Donc, devrait développer un sentiment d'appartenance. Petite parenthèse, cela peut paraître surprenant parce que quand on voit les biais qui ont surgi, on se demande comment un sentiment d'appartenance peut être créé à travers ces biais, parce que si on s'attache à la symbolique, qu'est-ce que nous disent ces biais d'euros très rapidement? Comme il a été très difficile de trouver une unité. On aurait pu mettre des poètes, on aurait pu mettre des architectes, mais comme on n'arrivait pas à trouver des figures suffisamment consensuelles, on est allé épuiser dans les différents moments de l'architecture européenne des ponts, des arches qui devaient symboliser l'ouverture et le rapprochement entre les peuples. Mais pour ne froisser personne, il fallait que ces ponts et ces arches, même s'ils rappellent des moments de l'architecture européenne, à aucun moment un Européen devait se dire « tiens, ce pont est en Espagne ou en France ou ailleurs », il devait y avoir quelque chose de désincarné. Premier paradoxe, parce qu'on peut dire on veut que la monnaie nous rapproche, crée quelque chose de commun, et en même temps on fabrique des biais qui certes font clin d'œil à une histoire architecturale, mais qui en même temps sont froids. Évidemment, ce biais d'euro posait la question centrale et qui reste aujourd'hui sans réponse, quelle est l'unité qu'il y a entre ces différents Européens, puisqu'on n'arrive pas à trouver suffisamment de figures symboliques qui puissent les unir. Mais laissons ça un instant et avançons dans cette aventure. Donc voilà quelques raisons qui avaient été mises en avant. Pourquoi faire l'euro? Donc quand même un programme ambitieux. Alors, observons le chemin, puisque je vous ai dit, pour moi, l'euro commence en 1992, même si les dates officielles, c'est 99-2002. Fallait-il faire, oui ou non, cette monnaie? Quels étaient les termes du débat pour savoir s'il fallait faire? Deux stratégies s'opposaient. Il y avait la stratégie Nike, just do it, il fallait le faire tout de suite, ou la stratégie du couronnement, c'est-à-dire attendre que certaines étapes soient réalisées et le couronnement soit été une monnaie unique pour 12, 15, 20, peu importe le nombre de pays en fonction. Alors, pourquoi cette question n'est pas qu'une affaire technique? Ce n'est pas juste est-ce que cette monnaie elle est bien ou elle n'est pas bien, elle implique plein de conséquences. Alors, arrêtons-nous un instant sur une des raisons pour lesquelles on pourrait la faire ou ne pas les faire. Une chose est essentielle dans cette affaire, c'est la question du taux de change. Le taux de change, c'est le prix d'une monnaie par rapport à une autre. C'est un instrument de politique économique.
C'est-à-dire qu'un État peut, si on est dans un système de change fixe, réévaluer en accord avec les autres sa parité, c'est-à-dire combien sa monnaie vaut par rapport à une autre. Si on est dans un système de change dit flottant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord monétaire entre une série de pays, eh bien, il peut y avoir différents types de manipulations monétaires qui permettent à ce que certains moments, cette monnaie soit surévaluée ou, au contraire, d'autres moments, elle soit dévaluée. La question du change est essentielle parce que si un pays rencontre un choc, les économistes parlent par exemple d'un choc asymétrique. Est-ce que face à ce choc, qui pourrait se traduire par moins d'activité, plus de chômage, moins d'investissement, qu'est-ce que peuvent faire donc les États ? Eh bien, les États pourraient tout à fait manipuler leur taux de change, c'est-à-dire, par exemple, déprécier la valeur de leur monnaie pour gagner en compétitivité, parce que les biens libellés dans leur monnaie coûteraient moins cher que ceux du voisin, pour pouvoir faire face à ce choc, au lieu de le faire porter sur les salaires, sur l'emploi et sur l'activité. C'est ce que les économistes appellent soit une dévaluation externe, et si vous ne pouvez pas faire une dévaluation externe, eh bien, vous faites une dévaluation interne. Qu'est-ce qu'une dévaluation interne ? Vous écrasez votre revenu national et vous écrasez votre investissement, vous écrasez votre croissance pour effectivement espérer retrouver de la compétitivité. Vous allez me dire, c'est bizarre, mais non. En fait, n'oubliez jamais que quand notre revenu augmente, qu'est-ce qui augmente ? Les importations. Pour partie, parce que quand on achète des biens, on n'achète pas que des biens nationaux. Donc si on écrase votre revenu, vous allez moins consommer. Si vous consommez moins, donc vous achetez moins de biens extérieurs, donc les importations se réduisent. Donc c'est une façon un peu bizarre de le faire, mais ça a un prix très élevé parce que ça se traduit par plus de pauvreté et plus de chômage. Donc est-ce que les Européens avaient raison, oui ou non, d'abandonner leur arme monétaire, c'est-à-dire leur taux de change respectif ? Les économistes aiment bien débattre sur cette question. Cette question, elle est résumée dans des grandes théories économiques qu'on appelle des zones monétaires optimales, mais ne nous laissons pas avoir par des mots compliqués qui ne le sont pas. En gros, est-ce que j'ai des raisons, oui ou non, de renoncer à ma monnaie ? Si j'ai de bonnes raisons de le faire, ça veut dire que ma zone est relativement optimale, et donc je pourrais le faire. Dans le cas européen, qu'est-ce qui nous aurait autorisé, en première analyse, à renoncer à notre monnaie ? Plusieurs choses. Il fallait, nous ont dit certains économistes, que la main-d'œuvre se déplace d'un pays à l'autre. Par exemple, quand il y a eu la crise grecque, le facteur d'Athènes qui ne trouvait plus de boulot à Athènes, demain, il devenait facteur à Berlin, comme si de rien n'était. Donc, il se déplaçait. Vous voyez, c'est ça, le déplacement de la main-d'œuvre, sans souci de langue, sans souci de législation, peu importe. D'autre part, il fallait que les capitaux se déplacent librement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, reprenons ma crise grecque. Eh bien, comme les Allemands, ils avaient une épargne importante, les Grecs, ils étaient en difficulté, il fallait que l'épargne allemande arrive chez les Grecs pour leur porter secours. Bon. Et donc, on aurait dit, voilà, ils ont perdu leur taux de change, c'est pas grave, la main-d'œuvre grecque se déplace dans les pays où il y a de l'emploi, et les capitaux des pays qui ont de l'épargne vont aider les Grecs. Et si tout ça n'existait pas, il devait y avoir autre chose qui devait venir apporter un secours. C'était un budget fédéral qui aurait permis de faire les transferts. En 1977, un rapport très important avait été commandé par la Commission européenne, le rapport McDougall, qui disait que si, en dernière étape, si on voulait faire vraiment du fédéralisme en Europe, il fallait que, en gros, le budget européen représente à peu près 25% du PIB européen total. Je vous rappelle que le budget européen à l'heure actuelle, c'est un peu plus d'1%. Donc, si vous voulez, si vous faire du fédéralisme, on est loin. On est à 24 points de pourcentage de différence, ce qui est quand même assez significatif si on prend le rapport McDougall. Donc, les Européens, évidemment, ne remplissaient pas complètement ces conditions. Vous savez très bien qu'en Europe, la main-d'œuvre ne circule pas comme aux États-Unis, parce qu'il y a des obstacles de langue, des obstacles de législation. Et qu'on a vu au fur et à mesure du fonctionnement du marché unique, et même après, que les capitaux ont tendance à plutôt se placer dans les pays qui sont déjà forts, plutôt que dans les pays en difficulté. Et d'autre part, je viens de le dire, le budget européen reste modeste. Malgré tout cela, on avait, au traité de Maastricht, dit, va quand même établir des critères de convergence pour arriver à la monnaie unique. Ces critères de convergence, il y en avait 5. J'en parlerai surtout des 2 plus célèbres qui sont restés, c'est-à-dire ce qu'on appelle en langage européen le critère du 3,60. Il fallait que les États contrôlent 3% leur déficit, c'est-à-dire que les déficits ne devaient pas excéder 3% du PIB et la dette ne devait pas excéder 60%. Et chose très importante, il ne faut jamais l'oublier, l'euro ne se comprend que par rapport au traité budgétaire qui l'accompagne. Parce que croire que la monnaie unique, ce n'est que la monnaie sans le budget, c'est se tromper. Et ça, il faut bien l'entendre, parce que comment on va pérenniser l'euro par une série de traités budgétaires, le pacte de stabilité de 96 et ratifié en 97, et ensuite toute une série d'accompagnements budgétaires qui vont obéir à des noms assez épouvantables, Two-Pack, Six-Pack, traité sur la coopération et la gouvernance en Europe, TSCG.
eh bien, il faut bien comprendre, et c'est très important pour entendre et faire le bilan de l'euro. L'euro, c'est à la fois la monnaie plus les différents pactes budgétaires qui en assurent la stabilité. Donc, si vous voulez, l'euro, c'est une monnaie très particulière parce que c'est à la fois la monnaie de tous et c'est la monnaie de personne. C'est une monnaie qui s'accompagne de dispositifs budgétaires et croire, et qu'on en parlera ensemble, que si demain on veut réformer l'euro sans réformer ou sans transformer les dispositifs budgétaires qui l'accompagnent, eh bien en fait on ne comprend rien à la monnaie unique parce que les deux vont ensemble. Ces dispositifs budgétaires sont censés pérenniser la monnaie unique. Que les choses soient bien claires. Donc, on décide à Maastricht, je reviens là-dessus, eh bien, de faire des critères que l'on appelle des critères de convergence de nature nominale, c'est-à-dire qui vont concerner ce que je viens de dire, déficit, budget, inflation, taux d'intérêt. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet et de se dire, bon, alors combien de pays se sont qualifiés et comment cette marche à l'euro s'est faite? Cette marche à l'euro s'est faite non sans difficulté. Que se passe-t-il comme événement majeur en Europe au début des années 1990? Il se passe un événement géopolitique retentissant, qui est évidemment la réunification des deux Allemagnes après une séparation de plus de 40 ans. Donc 1990, les deux Allemagnes sont réunifiées, mais que fait Helmut Kohl? Il fait quelque chose à la fois de fou et politiquement qui se comprend, qui va avoir un retentissement incroyable. Il décide que 1 mark de l'Ouest égale 1 mark de l'Est. Cette situation entraîne quoi? Entraîne un pouvoir d'achat pour les ménages est-allemands sans précédent, puisque le mark de l'Est était plus faible que celui de l'Ouest, mais pour les entreprises est-allemandes, c'est une véritable catastrophe, parce que leurs coûts augmentent, et comme ils n'ont pas la même productivité que leurs voisins ouest-allemands, évidemment, ça n'en finit pas d'achever cette économie est-allemande. Ce qui va entraîner une inflation en Allemagne de l'Ouest. Et comme vous le savez, l'Allemagne ne supporte pas l'inflation, c'est la chose la plus terrible à combattre, et la Bundesbank allemande décide de relever ses taux d'intérêt. Mais les autres pays européens n'étaient pas obligés de le faire, et particulièrement nous, la France. Et qu'est-ce que va faire la France au nom de ses engagements européens? En 1993, le gouvernement d'Édouard Balladur va relever ses taux d'intérêt, entraînant une récession sans précédent. Et ces années 90 vont être caractérisées par des taux d'intérêt extrêmement élevés, qui va à la fois peser sur les finances publiques, qui va peser sur la croissance économique. Donc la marche à l'euro se fait dans une situation dite de croissance molle. Donc le coût pour arriver à l'euro a été extrêmement lourd en termes d'emploi, en termes d'activité économique. Donc il y a de quoi se dire que les attentes à l'égard de l'euro étaient particulièrement fortes, puisque si on avait payé un prix pareil pour arriver à l'euro, eh bien il fallait que l'euro soit au rendez-vous. Finalement, de guerre lasse. En 1999, il y a un ensemble de pays qui va être retenu et qui va être qualifié à un prix très élevé. C'est à partir de ce moment-là que les taux d'intérêt vont baisser et que l'euro va échapper à ses concepteurs parce que dans une période assez brève, de 1999 à 2001, l'euro sera faible puisqu'il va s'échanger à moins d'1 dollar américain. Et donc dans ces moments-là, l'Europe va connaître une embellie économique assez brève, puisque les taux d'intérêt sont bas, l'euro est bon marché, et donc la France vit ce que l'on appelle ses trois glorieuses entre 1998 et 2001, avec une création presque de 2 millions d'emplois, avec une croissance soutenue. Bon. Mais la suite de l'euro va être beaucoup plus problématique. Car de 2001 à 2008, cet euro va être un euro qui va devenir fort. En juillet 2008, il va valoir 1,60 $ américain et cet euro fort va poser largement des problèmes. Et quels sont ces problèmes? C'est ce que l'on appelle effectivement des problèmes d'hétérogénéité. Parce que avoir un euro relativement fort peut favoriser certains, défavoriser d'autres. Certains pays vont vivre avec une monnaie surévaluée, comme nous, comme les pays du sud de l'Europe, ou sous-évaluée, comme l'Allemagne. Donc ce qui fait que dans la compétition entre Européens, ou même la compétition mondiale, c'est comme si on courait avec un boulet au pied. Prenons un exemple très concret pour le comprendre. Quand en 2008 on atteint 1,60, la Grèce, dont une partie de son PIB dépend du tourisme, quand vous vous retrouvez avec des concurrents touristiques avec des monnaies dévaluées comme la livre turque ou les monnaies du Maghreb, évidemment votre tourisme va en pâtir puisque vous allez proposer une offre qui va être beaucoup plus chère. Donc, par conséquent, on voit bien que l'euro va être un grand facteur d'hétérogénéité, de divergence entre les différentes nations.
Et à ça, renforçant les effets du marché unique. Parce que le marché unique, lui aussi, provoque la même chose, c'est-à-dire il a favorisé plutôt les pays qui étaient largement industrialisés et a amplifié la désindustrialisation des autres, c'est-à-dire des pays du Sud, et pour partie aussi nous-mêmes. Donc, ce qui fait que l'euro, première chose, a créé de la divergence massive entre les différents États, aggravant celle qui avait déjà été générée et qui continue à être générée par le marché unique. D'autre part, durant cette phase de l'euro, on va assister à une première crise qui va être celle dite des dettes souveraines, mais qui va emporter ou qui a failli emporter la monnaie unique, mais qui a été réglée d'une manière terrible. Cette crise des dettes souveraines est une crise, évidemment, qui ne peut qu'interroger. Parce que comment se fait-il que dans la zone au monde où les dettes et les déficits sont les mieux contrôlés, qu'une crise des dettes éclate, et pas au Japon alors que la dette dépasse les 200% du PIB, et ou encore celle des États-Unis? Donc, ce qui veut dire qu'il y avait un défaut structurel lié à la monnaie unique. Quel était ce défaut? C'est qu'on avait créé effectivement une monnaie unique sans clause de renflouement, c'est-à-dire sans solidarité entre les pays européens. Et qu'a-t-on fait? Au contraire, on a créé une monnaie unique et un marché unique fondés sur l'obsession de la compétition de tous contre tous, au lieu de se penser comme des partenaires, mais uniquement comme des concurrents, c'est-à-dire consistant à exporter son chômage chez le voisin. Donc quand la crise est arrivée et que l'on a spéculé sur la dette grecque, au lieu de trouver des mécanismes de renflouement, eh bien, il n'y en avait pas et on a laissé la Grèce en proie à une spéculation terrible. Et au lieu que les Européens fassent preuve d'une réelle solidarité à l'égard des Grecs, ils les ont soumis à ce qu'on appelle des plans d'ajustement structurel équivalents de ce que certains pays en développement ont dû supporter, c'est-à-dire réduction de l'État social, privatisation massive et un appauvrissement considérable de la population, puisque de 2009 à nos jours, la Grèce a perdu environ plus de 25% de son PIB. Et donc, face à cette situation de cette crise des dettes souveraines, alors certains se sont consolés en disant qu'à partir de 2012, la Banque centrale européenne avait fait son travail puisqu'elle avait vraiment fait le contraire de ce que les Allemands attendaient, puisque Mario Draghi, Super Mario comme on disait, avait brandi une arme en août 2012 en disant qu'il était prêt à faire tout ce qui était nécessaire, quoi qu'il en coûte, pour sauver cette monnaie unique, et qu'à partir de là, la Banque centrale va commencer à racheter des titres de la dette européenne sur le marché secondaire, des obligations. Et donc là, évidemment, on a dit, ben voilà, ça y est, l'euro se rachète parce que maintenant la BCE a sauvé les États en leur fournissant finalement une occasion de s'en sortir, en rachetant leurs dettes et en les mettant à l'abri de la spéculation financière. Mais je crois que ça, ce n'est que du temps acheté et que le problème reste entier. C'est-à-dire que l'Europe est une machine à diverger et qui fait en sorte que ceux qui sont déjà en position dominante continuent à l'être et ceux qui sont fragilisés le sont davantage. Je crois que dans cette aventure de l'euro, il y a des choses encore bien plus graves que les uns et les autres doivent comprendre et qui fait que ce bilan peut vraiment interroger, tant à la fois d'un point de vue démocratique que d'un point de vue économique. Et c'est sur ces derniers éléments que je voudrais insister avec vous aujourd'hui, parce que c'est des éléments dont on parle, à mon avis, peu. Parce que c'est vrai que la divergence, elle est connue, le fait que pour le marque, c'est un marque sous-évalué, que c'est, en fait, qu'est-ce que c'est que l'euro, c'est un marque déguisé, ce sont des choses qui sont assez entendues. Mais je voudrais insister sur d'autres, même si elles ne sont pas peut-être profondément inédites, mais qui sont, à mon avis, les points clés que souvent on oublie dans le débat. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que l'euro s'accompagne de dispositifs budgétaires, et c'est-à-dire demande à ce que les États contrôlent la progression de leurs dépenses publiques ou mieux la réduisent dans certaines situations. Donc, si on regarde la dépense publique, si l'on voit dans le cadre français, la dépense publique est une dépense essentiellement sociale. Et qu'est-ce qu'il y a dans nos dépenses sociales comme postes de dépenses principaux? Eh bien, évidemment, il y a la maladie et la retraite. Qu'a-t-on fait après l'adhésion à Maastricht en 1992? On a essayé de faire en sorte de contenir la progression de la dépense sociale pour pouvoir la conformer à ces attentes liées à l'euro. 1993, une réforme importante des retraites, celle d'Édouard Balladur. 1995, il y a la réforme de la protection sociale, de la sécurité sociale par Alain Juppé. Cette réforme disparaît, mais se maintient de cette réforme quelque chose qui va être redoutable et dont nous allons payer les effets de manière terrible, qui est ce que l'on appelle l'ONDAM, l'Objectif national de dépenses d'assurance maladie, qui va être une machine terrifiante pour mettre vraiment
l'hôpital public dans une sale situation en réduisant considérablement ses moyens. Et nous en avons vu les conséquences lors de l'épidémie avec nos hôpitaux qui ont essayé de faire le maximum alors que les moyens manquaient cruellement. Autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'euro non seulement, évidemment, affecte la protection sociale, mais affecte les travailleurs eux-mêmes. Car qu'est-ce que nous apprend la science économique? Que les ajustements se font sur le facteur de production, capital ou travail, le moins mobile. Et qu'est-ce qui court moins vite que le capital? Eh bien, les travailleurs et la protection sociale. Donc forcément, quand on ne peut plus dévaluer la monnaie, qu'est-ce qu'on dévalue? On dévalue les travailleurs, leurs salaires et leurs droits. Voilà ce qui s'est passé. Et en fait, on a créé dans la zone euro une zone déflationniste, c'est-à-dire une base de basse pression salariale. Ce qui fait que dans le conflit de répartition entre le capital et le travail, l'euro a été un agent qui a favorisé plus le capital que le travail. Et a été un agent problématique pour toute la part socialisée de l'économie, c'est-à-dire la maladie, la santé, les retraites. Donc l'euro, pour ça, a été aussi un problème très profond au-delà des arguments économiques classique. Si on ne voit pas le lien entre l'euro et ses orientations et ce qui est arrivé à notre protection sociale et particulièrement à notre hôpital, c'est manquer quelque chose de central. D'autre part, d'un point de vue démocratique, nous avons vu ce qui s'est passé tellement l'euro est apparu comme un dispositif clé et essentiel de l'aventure européenne que nous avons assisté à des choses auxquelles on ne pensait pas voir en Europe. Ainsi qu'en 2015, Tsipras et sa coalition de gauche a été élue et souhaitait rompre avec l'austérité qui lui avait été imposée, la Banque centrale européenne, qu'a-t-elle fait? Elle a réduit, comment dire, les liquidités dont le gouvernement grec pouvait bénéficier, faisant en quelque sorte une asphyxie de cette initiative politique et qui a conduit ensuite à la fois une renonciation et une certaine trahison de la part du gouvernement de Tsipras, mais qui au départ s'est retrouvé étouffé par la réduction des liquidités disponibles mises par la Banque centrale européenne. Sans compter, évidemment, en Italie, à l'été 2011, quand Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque centrale, envoie une lettre à Silvio Berlusconi pour lui demander de mettre en œuvre une série de réformes, alors que Berlusconi, on ne peut pas dire que c'était un homme de gauche ou révolutionnaire, eh bien, voyant que M. Berlusconi n'allant pas aussi vite que la BCE lui demandait, eh bien, on a laissé une spéculation folle sur la dette italienne qui a conduit à ses démissions en novembre, remplacé par un ancien commissaire européen, Mario Monti. Donc, on voit bien comment la défense de l'euro est venue jouer dans les processus démocratiques, et on l'a vu même dans les gouvernements italiens récents, où le président de la République italienne, normalement ayant moins de pouvoir, s'est trouvé dans une nouvelle fonction qui était plus de garantir la constitution italienne, mais garantir le fait que les gouvernements allaient se conformer aux orientations des traités européens. Donc on voit bien comment l'euro a joué aussi négativement à l'égard du fonctionnement démocratique des institutions. Donc, 30 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire? Que cette monnaie, est-ce qu'elle a entraîné une augmentation significative des échanges? Non. Est-ce qu'on peut dire effectivement qu'elle a été ce rival du dollar? Aujourd'hui, ce que l'on peut dire, le dollar à plus de 64% est vraiment dominant dans les réserves de change, et l'euro, même s'il vient après, ne pèse pas plus que si l'on additionnait les monnaies francs, lire, marque d'avant l'euro. D'autre part, il a créé de la divergence et en plus, il a agi contre la logique démocratique et a faussé le conflit de répartition en faveur du capital. Aujourd'hui, l'euro est défendu parce qu'on estime que la BCE fournit aux États des liquidités à bon marché et fait en sorte qu'il n'y ait pas de crise de dette souveraine, ou au contraire, il fonctionne sous la forme de la peur en disant que si on y renonce, eh bien, on va vers des lendemains économiques inquiétants. Est-ce qu'il a créé plus de rapprochement entre les peuples? On ne peut pas le dire. Eh bien, on peut dire que la monnaie unique, c'est une monnaie qui, même si elle a réussi techniquement parce qu'elle s'est répandue en Europe, aujourd'hui, peut-être, eh bien, il serait temps de réfléchir à repenser ce projet, ou peut-être penser même un autre projet collectivement, et peut-être d'admettre 30 ans après que les coûts que cette monnaie a entraînés pour les peuples, pour la démocratie, ont été des coûts quand même trop élevés.